Bien, alors, bon, déjà, je vérifie que le micro fonctionne. Merci pour votre patience, là. C'est quelques petits instants d'installation. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais d'avoir entendu la voix de Robert Gamzon, même avec cette image animée de photos d'archives, ça l'a rendu réel, ça l'a rendu présent. On a vraiment, là, avec le récit de Michel Lacache, et puis entendre après, dans la voix de Robert Gamzon, avec ces mots simples qui s'adressent effectivement à des jeunes, mais qui nous touchent tous. Je reconnais humblement ne pas avoir été élie, et ça c'est peut-être effectivement quelque chose qui me manquera toujours, mais on a touché du doigt ce sentiment de fraternité, de proximité, de solidarité. Enfin, vraiment, et puis bon, en plus avec le charme de l'époque, si j'ai fait à peu près mon calcul correctement, je crois que ce témoignage doit dater de 1948, il parle des 25 ans et que donc création en 23, c'est bien, vous confirmez. Donc en plus, l'année de la création d'Israël de surcroît, c'est vraiment un témoignage très court, mais très très fort. Alors en tout cas, eh bien, merci à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau colloque de la Loge Robert Gamzon du Bnei Brit. Cette année, nous sommes donc en phase avec le nom, le personnage et le parcours exceptionnel de celui qui est à jamais associé à l'œuvre et à la mission du Bnei Brit, ici, à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Et cette loge Robert Gamzon, dont je voudrais rappeler à mon tour, et comme l'ont déjà fait avant moi Jacqueline et Pierrot, les deux figures qui nous ont quittés, mais qui, elles aussi, continueront longtemps à nous inspirer. Werner Salmon, qui a été de tous les colloques de la commission Asbara et qui nous a quittés il y aura bientôt un an, et notre ami, l'ambassadeur Yoel Sher, disparu le mois dernier, tous deux nous manquent. Au cours de la première partie de ce colloque, nous avons donc découvert ou redécouvert la personnalité de Robert Gamzon. Il apparaît à lui seul comme une synthèse de l'évolution d'un judaïsme français et au-delà, dans un siècle de bouleversements. Parce que Robert Gamzon avait choisi d'être un bâtisseur et de traduire ses idées en actes. Il est le témoignage tangible d'un parcours qui a conduit les Juifs français de leur statut de citoyens de confession juive à travers les méandres de l'émancipation et de l'assimilation, des choix dramatiques face à la mise au banc et à l'exclusion, puis du questionnement du sionisme. Dans ses actes, Robert Gamzon a franchi toutes ces étapes, répondu à toutes ces interrogations et fixé des valeurs qui parlent aux Juifs d'aujourd'hui, en Israël comme en diaspora. Alors pour tenter de comprendre la nature et la pérennité de ces valeurs, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir nos deux invités. Michel Gurfinkel, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez été durant de longues années rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Vous contribuez toujours à de nombreux journaux et revues, notamment en langue anglaise. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le fameux La cuisson du homard, où On ne vit que deux fois quand l'antisémitisme renaît en Europe, paru en 2015. Et Shlomo Balzam, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Alumim, enfants cachés en France pendant la Shoah. Vous êtes guide en Pologne et conférencier au mémorial de Yad Vashem. Et puis, vous l'avez compris, Jean-Charles Zerbib, qui devait être avec nous ce soir, a malheureusement eu un empêchement de dernière minute et nous a prié de l'excuser auprès de vous. C'est donc à vous deux, messieurs, qu'incombera la mission de nous parler de ces valeurs qui ont animé Robert Gamzon. Alors, je commence avec vous, Michel Gurfinkel. Pour vous, il faut, et c'est ce que vous m'aviez expliqué quand on a préparé cette table ronde, il faut remettre ce parcours de Robert Gamzon dans une perspective historique, et c'est le parcours qui va de l'israélite à l'israélien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans le cas de Robert Gamzon, c'est tout à fait évident et impressionnant. Comme on l'a très bien expliqué il y a quelques minutes, au départ, Gamzon, c'est le meilleur du judaïsme israélite, c'est-à-dire d'un judaïsme profondément ancré dans une certaine conception de la France, de l'État-nation français, fondé sur l'égalité et la fraternité de tous ses citoyens. Et ce même Gamzon va
d'une certaine manière, porté ce premier engagement à son point oméga, son point maximum de, on va dire, d'incandescence pendant la résistance, et ensuite il va en Israël. C'est-à-dire que toute sa trajectoire consiste à dire, en réalité, nous avons été israélites parce que c'était ce qu'il fallait être à un certain moment historique, mais maintenant nous devons devenir israéliens. Je pense que, au-delà des débats nombreux, répétés, qu'il y a pu y avoir dans la communauté juive de France avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, je crois que cet itinéraire, qui dans son cas est tout à fait exemplaire, presque, je dirais, emblématique, cet itinéraire a été le véritable itinéraire de la plupart des Juifs de France. Les Juifs de France profondément israélites, patriotes français, patriotes républicains, etc., sont devenus instinctivement et instantanément sont devenus sionistes. C'est-à-dire que pour eux, le fait d'être avec Israël était une évidence. Et je dois dire que lorsqu'on regarde les débats qu'il y a dans l'opinion française générale, qu'il y a notamment dans l'opinion non juive à cette époque, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'une partie importante de cette opinion comprend très bien ce qui est en train de se passer chez les Juifs français et en fait adhère à cette transformation. Le pro-israélisme des années, on va dire presque 1945-1967, qui est un phénomène extraordinaire dans l'opinion française, sans précédent, et malheureusement aujourd'hui un peu éteint, pas tout à fait, mais un petit peu éteint. Ce phénomène, c'est une extraordinaire compréhension de ce qui se passait dans le peuple juif et en particulier chez les Juifs français et une acceptation de cette évolution. Vous la trouvez aussi bien, par exemple, chez des hommes politiques issus de la gauche. N'oubliez pas qu'à un certain moment, même la gauche disons presque extrême, adhère à cette idée. C'est l'époque où le Comité pour la libération nationale de la Palestine, c'est-à-dire pour la Palestine juive, est plus ou moins présidé par Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont il faut se rappeler. Mais au même moment, vous avez, par exemple, un Paul Claudel qui devient mystiquement pro-israélien, pro-juif. Rien. Certaines choses pouvaient laisser entendre dans son œuvre précédente qu'une telle évolution était possible. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de phénoménal à ce sujet. À cet égard, donc, je pense que Gamzon n'est pas seulement une figure importante du passé de la communauté juive de France, du passé de la construction d'Israël. Je crois que c'est une figure qui a encore son importance aujourd'hui. Et en particulier, j'ai été très frappé du fait que dans la communauté juive française, il y a actuellement, depuis quelques années, curieusement, un certain nombre de voix, parfois des voix prestigieuses, qui semblent vouloir remettre à la mode l'israélitisme d'avant 1940, mais dans une conception qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'évolution vers Israël ensuite, ou que cette évolution vers Israël n'est pas une évolution nécessaire. Je me bornerai à citer le nom de ce polémiste célèbre, Monsieur Zemmour, n'est-ce pas, qui a créé pratiquement une espèce de doctrine du judaïsme français contemporain, entièrement fondée sur cette résurrection de l'israélitisme, mais un israélitisme qui serait, sinon antisioniste, du moins assioniste, en tout cas très éloigné de ce qu'a été l'évolution réelle, notamment de Gamzon. Mais
je voudrais insister sur une chose. Je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous. Cette évolution dont Robert Gamzon est emblématique n'est pas quelque chose qui s'est produit seulement en France. Il n'y a pas qu'en France que la conception dite israélite a semblé prépondérante à un moment et que ensuite on est passé à autre chose, qu'on est passé sous une forme ou sous une autre au sionisme. En réalité, je crois qu'on voit très bien que dans toute l'Europe juive, ce réveil est général dès la fin du XIXe siècle. Et on le voit dans tous les pays européens à cette époque, parce que tout simplement, tous les pays européens, toutes les communautés juives européennes de ce moment-là, et ces communautés juives, nous sommes avant la Shoah, représentent les trois quarts en fait, du peuple juif dans le monde, toutes ces communautés ont été confrontées aux mêmes expériences. Et c'est une expérience, on pourrait qualifier de faustienne. Alors vous connaissez l'histoire de Faust. Faust est un savant qui atteint un âge respectable, canonique, et qui a le sentiment d'avoir gâché sa vie. Et voici que le diable vient le voir et lui dit « Est-ce que tu ne veux pas revivre ta vie ? Est-ce que tu ne veux pas être jeune ? Je te donne la jeunesse, la richesse, le pouvoir intellectuel, simplement en échange de ton âme. Voilà, c'est pas grand-chose, ton âme, tu le sais très bien. À l'âge où tu es, tu ne te fais plus d'illusions sur ton âme. Tu me vends ton âme et en échange de ça, je te donne tout ce que tu désires à ce moment, au moment où tu arrives. » Ça, c'est la légende de Faust. Il y a une légende juive de Faust, très intéressante. C'est la légende de Joseph de la Reina. Alors, je vous rappelle cette histoire. Joseph de la Reina est un rabbin du XVIe siècle, un rabbin d'origine espagnole, vous avez tout de suite compris d'après son nom, n'est-ce pas, qui s'est réfugié, je ne sais plus si c'est en Italie ou dans l'Empire ottoman, et il se dit, c'est quelque chose de très, très juif, très mystique, très kabbalistique pratiquement, il se dit, bon, nous sommes empêchés d'arriver à la Géoula, à la rédemption, le Mashiach, le Messie, est retenu à cause de cet ennemi du peuple juif qui fait trébucher le peuple juif en permanence, c'est le Satan, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, alors que dans l'histoire chrétienne de Faust, c'est le diable qui va séduire le docteur Faust, dans la légende de Joseph de la Reina, c'est Joseph de la Reina qui se dit « Je vais séduire le diable et je vais le capturer ». De sorte que le Mashiach ne sera pas empêché de venir. Vous voyez, c'est l'histoire de Faust à l'envers. Évidemment, puisque ça s'écrit en hébreu, ça se lit à l'envers. Bon, la fin est tragique, puisque dans un premier temps, effectivement, de la Reina réussit à amadouer le Satan et à l'enchaîner, mais à la fin, le Satan reprend son pouvoir, brise ses chaînes, et l'heure de la rédemption n'est toujours pas arrivée en dépit des efforts de Joseph de la Reina. D'une certaine manière, il y a eu un phénomène de ce genre qui s'est produit au sein du peuple juif à partir, on va dire, à partir du XVIIIe siècle. Pas à partir simplement de 1789, comme certains, dans un raccourci compréhensible, mais qui est quand même un raccourci, ont l'habitude de le dire. Non, c'est quelque chose qui s'est produit avant. Il se trouve que XVIIe siècle, et de manière plus évidente au XVIIIe siècle, les Juifs qui sont toujours soumis en Europe à un statut
secondaire, un statut de citoyen à l'écart, de pièces rapportées, mais qui, en même temps, joue un rôle beaucoup plus important que le monde non juif ne veut l'admettre, mais un monde qui est quand même un rôle qui est quand même très important, un rôle économique, un rôle politique, un rôle intellectuel. Ce monde juif se met à rêver à la possibilité d'un nouveau statut des juifs, d'un statut où les juifs, tout en restant juifs, pourraient être admis comme des citoyens égaux dans une nouvelle république universelle. Et il y a beaucoup de non-juifs à la même époque, dans le milieu ce qu'on appelle les philosophes, et pas seulement les philosophes français, il y a des philosophes anglais, il y a des philosophes allemands, il y a des philosophes russes, il y a des philosophes dans toute l'Europe du XVIIIe siècle, des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, des gens qui sont attirés par toutes sortes de formes d'utopie. Un peu partout, on joue avec cette idée. Et finalement, on arrive à faire, il y a une sorte de double pacte qui se met en place. C'est en partie un pacte faustien où le diable européen propose un marché aux Juifs, mais en même temps, c'est un pacte à la Reina où les Juifs croient pouvoir utiliser les offres de la société européenne pour, en fait, hâter la venue du Messie, arriver... C'est-à-dire un double marché de dupes? Il y a un double marché qui se met en place. Ouais. S'il n'y avait pas un double marché, rien n'aurait vraiment marché. Mais comme il y a un double marché, la séduction est considérable, bien sûr, des deux côtés. On dit souvent, bon, la formule de ce marché de dupes, on dit, c'est le fameux comte de Clermont-Tonnerre qui, à la constituante, à la fameuse formule tout aux Juifs en tant que citoyens, rien aux Juifs en tant que nation. Et alors la mécanique inverse venant des Juifs, ça serait quoi si on pouvait la résumer à une formule? Alors la mécanique, dans le sens inverse, c'est eh bien, faisons effectivement le pari que nous allons entrer dans une République universelle. Je dis ça au sens très large, hein. On dit la République des lettres, la République, c'est une République qui comprend des monarchies à l'époque, n'est-ce pas? Bon, mais nous allons entrer et nous allons vous montrer qu'à armes égales, nous pouvons vraiment vous être utile et même vous être indispensable. Parmi les philosophes français, d'ailleurs, je voudrais évoquer un philosophe dont une page au moins devrait être toujours relue par les Juifs tant qu'il y aura des Juifs. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, il dit à peu près, vous savez, l'Émile, c'est consacré à l'éducation. Et donc, Rousseau dit que les jeunes gens, pour recevoir une bonne éducation, doivent être introduits sans préjugés à toutes les religions. Et il ajoute, y compris au judaïsme. Alors son interlocuteur dit, mais pas aux juifs quand même, ça n'a pas de sens. Les juifs, ils n'ont aucune philosophie, c'est vraiment un peuple aveuglé, enfin, leur religion c'est une superstition ridicule, pas les juifs. Et Rousseau a cette phrase extraordinaire, nous ne saurons ce que les juifs ont à nous dire que lorsqu'ils auront leur libre république et leurs libres universités. Phrase prodigieuse, mais qui décrit bien ce qu'il y a de très généreux en réalité dans toute cette réflexion de l'époque. Alors, pour mémoire. Je voudrais qu'on revienne justement à ces Israélites. Oui, bien sûr. Mais enfin, je veux dire,
encore une fois, tout ça se passe avant 1789, puisque nous sommes ici au Mnébrite. Je vais simplement rappeler une chose très intéressante, c'est que on a admis des Juifs dans la franc-maçonnerie avant 1789. La franc-maçonnerie au XVIIIe siècle était une sorte de forme de république universelle où toutes sortes de milieux pouvaient se retrouver et discuter librement. Alors, le marché, quand même, auquel les Juifs étaient confrontés, c'était tout en tant que citoyen, rien en tant que nation. C'est-à-dire que les Juifs devaient adhérer à l'État-nation. Ils devaient devenir citoyens, patriotes, et, disons-le, super patriotes. C'était cela. Ils devaient donc, qu'ils le veuillent ou non, et même quand ils prétendaient qu'ils n'avaient pas à le faire, mais en réalité, ils devaient faire des concessions de plus en plus importantes sur le judaïsme lui-même. Et ce genre disons, de compromis, de marché diabolique, ça a été la réalité de tout le judaïsme moderne au XIXe siècle. En France, parce qu'il y a eu 1789, l'égalité formelle, etc., qui est devenue intangible dans ce pays. Mais en réalité, on trouvait ça partout en Europe, même dans des monarchies absolues, comme par exemple la Russie des tsars. L'idée de la seule intégration que les tsars les plus disons, évolué, était prêt à accorder aux Juifs, c'était une égalité où les Juifs deviendraient russes, complètement russes, donc se déjudaïseraient au maximum. Le fameux tsar Nicolas, dont vous avez entendu parler, Nicolas Ier, avait créé les rabbins de la couronne, et il a été très fâché de voir que ça ne marchait pas, que personne n'avait envie des rabbins de la couronne qui proposaient... C'est-à-dire que la finalité de l'israélite serait de devenir le parfait citoyen modèle de l'État-nation. C'était ça. Et c'était ça en France, c'était ça en Allemagne, c'était ça partout. Alors, il y avait toutes sortes de nuances. En France, par exemple, c'est vrai que le jeu avait l'air de ne pas être pipé, jusqu'à l'affaire Dreyfus en tout cas, ce qui explique qu'il y a eu Dreyfus, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'officiers juifs, tellement de juifs, et finalement ils avaient été admis en tant qu'officiers jusqu'à ce que l'affaire Dreyfus existe. Et même après l'affaire Dreyfus, en réalité, on est frappé par le nombre de juifs qui restent des personnes importantes dans la machine militaire française, jusqu'à aujourd'hui. On trouve exactement la même chose partout, avec des nuances. Il y a des pays où, disons, la fonction qui revient aux Juifs est celle-ci, d'autres où c'est celle-là, mais c'est quelque chose qui est général. Mais en même temps, au fur et à mesure que ce compromis se généralise, que les Juifs paient le prix fort pour, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle l'assimilation, pour entrer dans le cadre de l'État-nation qui leur est proposé. Plus les Juifs entrent dans ce cadre, plus il va y avoir une réaction contre les Juifs. Les Juifs sont de si bons citoyens qu'ils sont partout. C'est ce qu'on entend dans toute l'Europe du XIXe siècle. Ils sont partout. Et donc, on va les refouler. Et on va les refouler de manière de plus en plus violente. Et ce qui se passe, c'est que, à la fin du XIXe siècle, vous avez un phénomène culturel, religieux, voire même politique, général dans le monde juif. Dès cette époque-là, c'est l'époque de Herzl, c'est l'époque de Pinsker en Russie, c'est l'époque des philosophes allemands, de Buber, de Rosenzweig. Dès ce moment-là, vous avez ce sentiment que l'émancipation est une impasse. Et que non seulement elle est une impasse parce qu'il y a déperdition du judaïsme, mais parce qu'il y a aussi une impasse parce que, tout simplement, les Juifs n'arrivent même pas à sauver leur vie à travers ce marché. C'est leur vie elle-même qui est menacée. Michel, je voudrais, parce que bien sûr. Écoutez, bien sûr, c'est passionnant et on voudrait en savoir plus, mais en même temps, on va essayer peut-être justement d'avancer dans la chronologie. On a compris comment
forger effectivement ce contrat social à double sens et pas tout à fait équitable entre les Juifs et les États dont ils devenaient des citoyens, donc ce phénomène de l'israélite. Donc le Juif devenu israélite, citoyen de son pays, joue le jeu. D'après les règles fixées par le souverain, par l'État, par la France en l'occurrence, et ce qui correspond au parcours de quelqu'un comme Robert Gamzon, alors qui est né avec le XXe siècle, mais justement, qui lui, du coup, n'est déjà même plus la première génération de citoyens français de confession juive. Et alors, je vais, avec votre permission, maintenant inclure aussi notre ami Shlomo Balsam dans le débat, parce qu'il y a quand même une question maintenant qui se pose. Alors, je fais peut-être un bon historique, mais on va relier tout ça par la suite. On a parlé du parcours de Robert Gamzon durant la Seconde Guerre mondiale. On a donc ce citoyen français de confession juive, j'y reviens, citoyen exemplaire, quelqu'un qui joue totalement le jeu de la France, qui inclut des jeunes juifs, fait entrer dans son mouvement scout, ce qui effectivement, là, on est en plein dans la société moderne des années 20 en France. Comment un personnage tel que Robert Gamzon en arrive au moment où il décide de désobéir, de se mettre en marge de la loi, parce qu'il est en fait animé par une injonction plus forte. Où est la cohérence entre les valeurs d'Ésaïe et la résistance, Shlomo Balsam? Alors, dans un livre sur l'histoire d'Ésaïe, en 1945, et seulement après la guerre, Robert Gamzon écrit « Nous, Juifs français, nous sommes pleinement conscients d'appartenir à deux communautés qui se chevauchent en nous. Cela crée un dualisme. » Alors là, il dit une phrase que Herzl aussi a dit. Ou on se convertit et on devient français, ou on crée un État. Et il le dit, c'est assez bizarre. Et on devient français. Ouais, c'est une phrase. Non, il dit, on ne peut pas être entre les deux. La France n'est pas une religion. Non, mais pour être en France, il faut être catholique, il faut être dans la culture française. Donc il va dire une phrase que Herzl a également dit il y a très longtemps. Ouais, mais c'est comme ça qu'il dit ça. En 1945, il dit Oché, Oché, ou. On ne peut pas être juif français, ou on est juif entièrement, ou on est français entièrement, et là il coupe. Et là, effectivement, le sionisme qui existait, c'est-à-dire le rêve que le peuple juif va revenir en Israël, et pour beaucoup de gens dans le peuple juif, la guerre particulièrement va être une cassure. C'est oser, c'est oula, oula. Et chez Robert Gamzon, c'est clair que tout d'un coup, il y a un choix qui est fait. En plus, Élie, son fils, va être officier de l'armée d'Israël, va inventer un truc qui nous sauve un peu les drones. Ok, donc ils vont devenir plus israéliens qu'israéliens. Ok, et c'est le passage qui passe de l'identité super française, une identité super juive, donc israélienne, c'est-à-dire avec une nation juive, sans quelque chose au milieu. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il parle que c'est difficile. Ce serait soit la conversion au christianisme, qui nous assimilerait totalement à la culture chrétienne dans laquelle nous sommes plongés, avec collectivement un changement de nom et des mariages mixtes successifs. On ne va pas garder les noms, des vieux noms juifs. Soit à l'opposé, le départ pour la Palestine, qui permettrait de vivre une vie intégralement juive. Alors lui, il a défini, mais c'est un texte qui n'est pas tellement connu, mais Oché, Oché. Donc, alors, justement, on a compris le moment où le système atteint ses limites et où il faut faire un choix. Mais ce choix, quand Robert Gamzon
alors citoyen français, mais évidemment lui aussi mis au banc, déchu de ses droits, etc., puisque c'est ce qui va arriver avec le statut des Juifs. Qu'est-ce qui le fait décider à ce moment-là d'agir, de désobéir, de sortir du cadre dans lequel il a été, ce cadre israélite, ce modèle israélite, ce fameux pacte dont parle Michel? Qu'est-ce qui bascule et à quelle injonction est-ce qu'il répond à ce moment-là? Parce qu'il n'est plus israélite à ce moment-là. Bien, alors, je n'ai pas la réponse exacte. Qu'est-ce qu'il décide? Mais je sais que moi-même, je suis né à Paris, j'ai fait mon alia pour être français, parce qu'à Paris, on m'appelait le Polac. Okay, donc, oui. Quand je suis arrivé en Israël, je suis devenu un Français. Mais dans ma famille, on n'avait pas tellement de problèmes. En plus, ma mère était palestinienne, je le raconte un peu. Okay, ma mère a fait partie d'un des premiers locaux des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, 10-12 rue des Deux Ponts, dans l'île Saint-Louis. Et tout le local des EI de la rue des Deux Ponts, mais vous ne dites à personne et vous ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, est passé à la Shomer Hatzaïr et ils sont montés en Palestine. La Madricha, celle qui dirigeait le groupe de ma maman, s'appelait Lou Kadar. Bon, elle est devenue la secrétaire de Golda Meir. Donc, oui, bon, ça arrive. Et maman a créé le kibbutz Gliliam. C'est dommage qu'elle ne soit pas restée là-bas parce que je serais aujourd'hui socialiste et multimillionnaire. C'est la banlieue de Herzliya, donc c'est pas mal. Mais c'était clair dans ma famille et pour beaucoup de gens que le poids juif, de l'identité juive, de la langue hébraïque, de la culture juive doit faire face à... Alors j'étais à l'école française, à la culture française. Et je me suis levé un jour, je me suis fait sortir de classe 3 fois au lycée Jacques Decour. La première fois parce que on apprenait nos ancêtres les Gaulois. Alors je me suis levé, j'ai gueulé, non, j'ai rien à voir avec les Gaulois. Même Astérix, c'était un petit côté juif. Je me suis fait virer de classe parce que je devais faire une rédaction sur la guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Alors j'avais fait une rédaction. Jean Giraudoux écrit bien, point. Mais c'est un salaud. Collabo, nanana, antisémite, le prof, ça, tu me casses les pieds, j'étais pas voir le proviseur. Et une fois, ça m'est arrivé des trucs comme ça. Et bien sûr, à la FNAC, Céline, il a à peu près 3 mètres de rayon. OK. Et dans la gare des Michards, il y avait encore Jean Giraudoux, après ils l'ont enlevé. Enfin, et Shlomo, les EI là-dedans? Bah justement. Alors les EI, quand moi je les ai rencontrés, on va parler de ce que j'avais prévu de parler. Dans le dur. Merci. Ouais, les EI, c'est... Quand moi j'ai connu les EI, beaucoup d'entre eux étaient coincés entre les deux mondes, entre Israélites français et éclaireurs avec plein d'idéaux. Et comment je suis arrivé aux EI? Alors à partir de maintenant, c'est secret. Non, tu peux continuer à filmer, mais il faudra payer. J'ai appartenu pendant très longtemps à l'organisation Native. Native a été créée dans les années 50 par un gars qui s'appelait Shaoul Avigour, copain de Ben Gurion, un des responsables de l'Alia Bet, l'Alia illégale en Israël, enfin en Palestine et ensuite en Israël. Et Native a continué à travailler bien après pour aider les communautés en difficulté. Et un des chefs de Native, qui s'appelait Aryeh Kroll, a eu mon nom et j'ai été recruté
Et j'ai travaillé donc dans le cadre de l'ambassade d'Israël à Paris pendant quelques années comme responsable de Native pour établir le contact, garder le contact avec les Juifs de l'Union soviétique. Okay, pour garder le contact à l'époque communiste. Et alors Arié Kroll, c'est dans les Bracha aujourd'hui, il m'a dit comment tu fais? Il dit ben, c'est simple, je vais rentrer dans tous les mouvements de jeunesse, je vais parler au comité directeur de tous les mouvements de jeunesse. Moi j'étais au Bnei Akiva, donc c'était plus simple pour les gars du Bnei avec certains Michel. Et je suis rentré dans tous les mouvements et je suis arrivé au ZEI. Et je me rappellerai toujours cette rencontre avec le comité national des ZEI Avenue de Ségur. C'est dans les années 75-76. Il y avait Jean Pisanté, Bruno Zermati, Vanda Vasilevski, enfin il y avait tous les gars autour de la table. Et j'ai dit, les copains, est-ce que vous êtes prêts à vous engager à partir en Union soviétique pour rencontrer les dissidents juifs soviétiques, apporter du matériel, faire sortir des informations et donner des cours et renforcer le lien qu'on a. Alors je me rappellerai toujours qu'il y avait une douzaine de personnes autour de la table. Et il y en a un qui a dit ah oui, mais il faut qu'on en discute. Et là j'ai éclaté de rire et j'ai cité Robert Gamzon. J'ai dit non, moi je suis pas un discuteur. Hochet, on va. Et tout le monde est parti. Ils sont tous partis. Les ZEI m'ont donné le plus grand. C'était un des mouvements de jeunesse les plus répandus en France. C'est eux qui m'ont donné le plus de gens qui sont partis voir les dissidents juifs. Et ils ont fait du boulot. Il y en a qui sont fait arrêter par le KGB. Il y en a d'autres qui ont. Ok, demande à Vanda. Oui, bah, Michel Nakache, il s'est fait. Bon, je ne t'avais pas dénoncé pourtant. Ouais, okay. Et ils ont fait du boulot extraordinaire. Mais après, j'ai découvert que chez les ZEI, le côté franco-français, dont Michel a parlé de chercher, a disparu sous le tapis. C'est-à-dire le peuple juif est plus important. Alors, dans le peuple juif, il y aura aussi Israël. Et la majorité, tout ce comité directeur, ils vivent en Israël. C'est très rare qu'il y en a qui sont restés là-bas, ils sont tous ici. Et tout d'un coup, ils se sont vraiment consacrés à cette lutte pour les Juifs de l'Union soviétique. Je les remercie jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont vraiment, ensuite, ils ont recruté eux-mêmes des gens. Ils disent maintenant que vous êtes partis, vous savez qui recruter pour partir en Union soviétique. Et il y a encore une histoire, je ne sais pas si Michel, tu connais. En 1978, quand le Shah en Iran commence à basculer et que Khomeini commence à monter, il n'est pas encore arrivé Enfin bref, il y a tout encore un truc. Alors on m'appelle quelqu'un de l'ambassade, me dit, il y a quelqu'un qui vient d'Israël. Fais-nous rencontrer ceux qui ont fait du meilleur boulot en Union soviétique que tu as envoyé. Je dis, bah, osez. Donc, j'ai fait une réunion à Ségur. Et le monsieur arrive d'Israël. Il n'est pas tellement connu, Elie Sommer. Bon, le petit-fils de rabbin Liber dont on a parlé, donc ça va. C'est la même. C'est intéressant d'ailleurs. Et Elie arrive et j'ai fait arriver là-bas une vingtaine de gens. Il n'y avait pas que des ZEI, mais il y avait surtout les ZEI. Et Elie leur dit, bon, alors maintenant on a un problème avec les Juifs d'Iran. Et bon, alors ensuite il y a eu quelques opérations qu'on a fait. Ce que je sais, c'est qu'on a fait sortir des Juifs d'Iran. Il y en a qui sont partis travailler pour... Et ça, c'est un truc... je me rappelle, je voudrais dire quelque chose en mémoire de monsieur Bernard Picard. Quand Elie Sommer m'a demandé de l'aider pour faire sortir des Juifs d'Iran quand c'était encore possible, 78, juste au début de 79, Khomeini arrive et commence à fermer. Et je suis rentré chez monsieur Picard, et qui est aussi très influencé par
Robert Gamzon, ça c'était clair. Et j'ai dit à M. Picard, excusez-moi, j'ai besoin de 3000 lettres à en-tête de l'école Yavne pour faire sortir des Juifs d'Iran. Et M. Picard me dit, je ne peux pas te donner ça, c'est impossible. Je ne peux pas mettre l'école Yavne dans une situation juridique et compliquée. Des fiches d'inscription pour ces élèves, c'est ouais, ça? ouais. Alors, je vais avoir des fiches avec l'entête Yavne. Alors je lui dis, alors je ne peux pas te le donner. Alors je lui dis, Monsieur Picard, je suis désolé, ok, j'ai compris. Todaraba, merci. Et je me lève. Et Picard tape sur la table. J'ai pas fini de parler. J'ai dit que moi, je peux pas te les donner, mais je peux me lever 10 minutes, regarder par la fenêtre et de pas voir ce que tu prends dans le deuxième tiroir à droite. Là. Et alors, j'ai pris 3000 feuilles, enfin, 6 paquets ces paquets de 500 feuilles, et les Juifs d'Iran sont arrivés. Ceux qui connaissent la Versine, ils sont passés par la Versine et on a pris des gens des mouvements de jeunesse pour aider. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des discussions, des trucs, mais les EI, on peut s'engueuler des heures. Le seul gars qui m'a dit peut-être qu'il faut qu'on discute de tout ça, je dis bon, okay. Il y a discuteurs et pâtisseurs, mais la majorité des ici en Israël aussi, ceux qui ont fait leur alia, se sont consacrés à faire des choses, et tout d'un coup, tous ces débats-là, français, pas français, okay, paraissent aujourd'hui un peu loin. Okay, je les comprends, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui portent un drapeau, la France, machin, okay, encore que Rachi est marqué à la Sorbonne, je montre, ok, mais moi j'ai toujours été un très bon conseil, et je parlais avec un accent yiddish. Shlomo, ça me fait justement penser à une question que d'après ce que vous venez de dire, que je voudrais maintenant retourner vers Michel. C'est quelle est l'explication? Est-ce que c'est cette évolution que Shlomo vient de décrire de ces EI, donc des années 70, 75, 78, qui vont, sans se poser de questions, sans douter une seule seconde, décider avec leurs moyens d'aider les Juifs de l'Union soviétique, les Juifs d'Iran, comme une solidarité évidente. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que, là encore, on peut dire que c'est l'entrée dans l'équation identitaire de l'État d'Israël, dans cette définition identitaire contemporaine du peuple juif, qui modifie cet ordre des valeurs porté par les EI et Robert Gamzon, mais même au-delà, est-ce que subitement cette conscience qui avait peut-être disparu chez les Israélites, qui avaient donc joué le jeu de ce pacte, où on se définissait d'abord comme citoyen d'un pays donné de confession juive, et puis on voit que là revient la conscience de nation. Est-ce que c'est l'État d'Israël qui a servi de dynamiseur, de catalyseur à cette prise de conscience, d'après vous? Avec le prix. À mon avis, lorsque Robert Gamzon fait les EI, en réalité, il y a déjà l'État d'Israël au bout. Alors, je dis ça, les historiens vont me dire, mais pas du tout, mais c'est pas vrai, etc. Mais je pense que c'est ça. Comme on l'a rappelé, lorsque les EI sont créés, il y a beaucoup de milieux de la communauté juive qui ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis de cette idée. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Où est-ce qu'on va? Une partie de la communauté juive, elle vit dans un petit monde très, très, très préservé dans son entre-soi, et elle n'a pas tellement envie d'une aventure de ce genre. À partir du moment où on décide, parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'idéologie scout? Beaucoup de gens ont totalement oublié que le point de départ de l'idéologie scout, tout de même, ça a été de former des jeunes au combat. L'idéologie scout, les idéologies de mouvements de jeunesse dans toute l'Europe du 19e siècle
ont reçu un appui tacite de toutes sortes de milieux parce qu'on formait les jeunes à la vraie vie, au combat. On formait des jeunes bourgeois à la vie dure, on formait des jeunes prolétaires à une vie de combat avec les jeunes bourgeois, etc. C'était ça. Et il y avait cette idée déjà de s'engager vers un combat. Et ce combat, d'emblée, était en fait vécu comme un combat qui allait être israélite et en réalité proto-israélien. Toute cette affaire s'est, comment dire, concrétisée pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, non seulement le combat était là, mais, et ça a été depuis le premier instant de la guerre jusqu'au dernier moment, un combat totalement vital pour les Juifs français, puisqu'on parle des Juifs français, mais c'était également, il y avait une situation où les contradictions éventuelles entre se battre pour le peuple juif et se battre pour la France avaient disparu. Et donc, plus les Juifs s'engageaient pour le peuple juif, plus ils s'engageaient en même temps pour la France. Et j'ai entendu un ancien résistant qui avait été très jeune au moment de la résistance, qui a disparu il y a 2 ans, fidèle de la synagogue de la rue Vauquelin à Paris, dire une chose extraordinaire. Il disait, nous, les résistants juifs, nous ne sommes pas, en quelque sorte, nous n'avons pas acheté notre qualité de super patriotes français par le sang versé. Nous, la France, nous l'avons conquise, nous l'avons reconquise. La France n'existait plus, la France était vaincue, la France était par terre. Ceux qui ont refait la France, ça a été les résistants. Et dans les résistants, il y avait à part égale et à part considérable la résistance juive. Et il y avait quelque chose de complètement logique dans cette idée de se battre, dans cette idée de combat, d'une vie combative. Quand Gamzon dit pas de discussion, mais bâtir, en fait, c'est ça. C'est une perspective de combat qui existe. Et voilà, je pense donc que l'évolution, dès le moment où les EI sont créés, les EI sont déjà une réaction contre l'ancien modèle israélite, qui était un modèle très frileux, n'est-ce pas? Bien que choisissant voilà. donc la terminologie. Alors, on choisit la terminologie exactement, et on voit la même chose qui se passe partout ailleurs dans le monde juif. Et c'est un phénomène extraordinaire qui... vous savez, on dit parfois que Tsahal naît lors de la révolte du ghetto de Varsovie. Il y a en effet un Israël avant Israël, il y a un sionisme avant le sionisme officiel. Et dans cette forme-là, la forme EI, la forme Gamzon d'engagement israélite, il y a déjà un autre engagement. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Ceux qui aujourd'hui prétendent remettre à la mode un certain modèle israélite en France nous trompent totalement sur la marchandise. C'est une escroquerie totale par rapport à la réalité vécue historique que nous avons connue dans le peuple juif en France et ailleurs. Par rapport à la conscience de nation juive ou de la nation d'Israël, sans parler de l'État, ou est-ce que justement... Il y a eu ce sentiment profond qui est devenu une vérité d'évidence pendant la Deuxième Guerre mondiale, que le judaïsme allait se prouver désormais par le combat. Et ce combat allait être, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un combat. Il n'y avait plus de différence entre le combat pour la France, d'autant plus que la France était tombée. Donc c'était même plus un combat pour la France, c'était un combat pour faire revivre la France. Il n'y avait plus de différence entre ce combat-là et le combat pour Israël. Et après la guerre, il n'y a pour beaucoup
de résistants juifs et pour pas mal de résistants non juifs, c'était une évidence aussi. C'est pour ça qu'il y a eu un tel capital de sympathie pour l'État d'Israël. C'est pour ça que tellement de gaullistes, je pense par exemple au général Koenig, etc., pour eux c'était évident que le gaullisme était pro-israélien. La stupéfaction totale de ces gens-là quand ils ont entendu en 67 le général de Gaulle s'exprimer comme il l'a fait. Donc, je pense que c'est cela, cette réalité profonde, plus forte que les formules, les idéologies. Voilà. Alors, ça m'amène, et je pense que ça nous servira de conclusion, mais c'est une question que je souhaite vous poser successivement à tous les deux. Alors, je vais d'abord me tourner vers Shlomo. Alors là, maintenant, on revient en Israël. Finalement, on a fait un beau tour d'horizon et d'histoire. Et puis, voilà, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui manquerait à l'État d'Israël et qui pourrait le compléter ou le renforcer dans l'idéal de Robert Gamzon. Alors, est-ce que ce serait l'unité, la solidarité ou autre chose? C'est quoi votre avis? Bon, quand on m'a appelé pour cette soirée et que j'ai commencé à lire sur le pluralisme, ça nous manque un peu en ce moment en Israël, c'est-à-dire la définition de qu'est-ce que être différent et vivre ensemble. Alors, les EI ont pu réaliser ça dans pas mal de groupes locaux. Il y avait des gens religieux, pas religieux, religieux comme ça, religieux comme ci. Ok, il y a des groupes locaux complètement différents. Il y a eu un essai. Au Bnei Akiva, on a fait à peu près la même chose. Des gens qui venaient d'un peu partout et qui pensaient différemment et qu'on devait faire vivre ensemble. Donc, une des choses, je pense, qui pourrait être important aujourd'hui dans des débats qu'il y a, c'est de regarder qu'est-ce que Robert Gamzon définissait comme pluralisme. Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui pensent comme ça, et qui... Est-ce qu'on doit s'engueuler toute la journée ou se battre ou il n'y a que moi qui existe et toi tu n'existes pas? Donc, je pense d'ailleurs que Gamzon a reçu ça quand il a vu, bon, surtout avec bien avant Manitou, mais quand il a vu ce que c'était que, moi j'adore un livre qui s'appelle le Mikraot Gedolot. C'est-à-dire, il y a le texte de la Torah au milieu et des gens qui disent complètement différents tout autour. Et j'ai essayé avec des élèves de faire un Mikraot Gedolot moderne. C'est-à-dire qu'il y aurait le rabbi de Lubavitch, le rabbi de Satmer, le Rav Kook, enfin des gens qui vraiment pensent on va les mettre autour du même texte. Alors il faut avoir les signatures. Alors évidemment en 2 minutes ils sont revenus. Shlomo, il n'y a personne qui a voulu signer. C'est pas possible. Vous vous rendez compte comment le Mikraot Gedolot a été créé? Alors celui qui a créé le Mikraot Gedolot s'appelle Daniel Blomberg et il n'est pas juif. Alors c'est pour ça, sans ça il n'aurait pas réussi. Mais l'idée du pluralisme, d'unifier des idées complètement différentes, qu'on peut parler de Haridi, pas religieux plus, moins, enfin, dans tous les sens, ça c'est une des complications de l'État d'Israël. Peut-être que chez Robert Gamzon, il y a quelques idées dans la définition du pluralisme qui pourraient nous aider aujourd'hui. D'accord, réponse à retenir. Michel, même question. Dans les valeurs de Gamzon, qu'est-ce qui serait utile aujourd'hui à Israël? D'approfondir peut-être un peu. Je pense que ce qui serait vraiment important pour l'Israël d'aujourd'hui et qui ne serait pas du tout impossible à faire, je pense qu'il y a une orientation en Israël qui pourrait très bien aller dans ce sens, c'est justement de mieux comprendre à quel point il n'y a pas, comme certains le disent, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'opposition entre judaïsme et israélisme.
il y a, dans le débat israélien actuel, nous voyons très bien que certains qui veulent absolument interpréter Israël comme le pays juif, et d'autres qui disent c'est le pays des Juifs, mais qui décident comment ils veulent vivre de n'importe quelle manière, et à la limite d'une manière non juive. C'est ça le sens d'être Am Chofshi Be'artseinu. Je crois que ce que peut apprendre Gamzon, avec beaucoup de force, avec énormément de force, je pense qu'il peut, redécouvert, il peut devenir une figure très très importante de la conscience à la fois israélienne, juive et sioniste, aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est qu'il n'y a absolument pas de césure entre l'engagement juif et l'engagement israélien. La vraie différence, c'est la différence entre l'engagement et le non-engagement. C'est ça la véritable différence. Eh bien, écoutez, je crois que là, on a un mot de conclusion et une feuille de route à transmettre à notre ami Michel Nakache, qui sera un plaisir de proposer des suggestions aux jeunes DZI d'Israël, parce que je crois que voilà, maintenant, on compte sur vous, on compte sur la nouvelle génération DZI, et merci aux anciens et moins anciens DZI d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour cette table ronde, Shlomo Balsam, Michel Gurfinkel. Je repasse la parole à au président de la loge Robert Gamzon, Pierrot Dreyfus, et je vous remercie pour votre attention. Michel Gurfinkel, une petite observation personnelle. Et après... Non, c'est pas une observation, c'est un appel. Je lance un appel. Il se trouve que lorsque j'avais 15 ans, j'ai rencontré dans le cadre des EI un garçon extraordinaire qui m'a appris beaucoup de choses et qui a clarifié beaucoup de choses dans mon esprit, que je n'ai jamais retrouvé par la suite. Il s'appelait, je me rappelle de son nom et je l'avais rencontré à plusieurs reprises, avenue de Ségur. Il s'appelait Benjio. Je pense qu'il était dans une grande école scientifique. Si quelqu'un a connu ce Benjio des années 1965 à Paris, dans les EI, je serais vraiment très heureux de pouvoir renouer le fil. Merci. Ça, c'était important. Oui, parce que Benjo, c'était son nom de famille. Ce que je sais, en tout cas. Je ne sais pas s'il était déjà diplômé d'une grande école, mais enfin, il était passé pour... Non, une école scientifique. Une école scientifique, je ne sais plus exactement. Bon. Peut-être Polytechnique. Mais... Le message est lancé. Benjo, 1965, Paris. Qui le retrouvera, fera œuvre utile, s'adresser à la loge qui transmettra à Michel Gurfinkel. Merci beaucoup. Thank you.